Ce qu'il faut, c'est revenir à ses fondamentaux et à sa data, sa donnée. Structurer sa donnée plus que jamais, la structurer et la garder à jour. Et la mettre à jour vraiment sur les outils dont se servent la plupart de ces moteurs, de ces modèles, que sont par exemple dans le monde du tourisme les Google My Business. Petite anecdote, mais c'est vrai qu'il y a quelques années encore, si tu disais il faut mettre à jour, toi en tant qu'institutionnel, tu parlais aux prestataires touristiques pour leur dire de mettre à jour leur Google My Business, on pouvait un peu te dire attends, arrête, il y a les systèmes d'information touristique régionaux ou départementaux qui sont là, c'est ça qu'il faut prioriser. Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler nos systèmes à nous, hein, clairement, mais la bataille est perdue sur le fait que Google My Business serait quelque chose en compétition. C'est l'endroit où il faut être aussi. Donc moi, je les incite à vraiment dire mettez vraiment à jour vos fiches. Et après, il y a toute une liste de bonnes pratiques. Moi, j'en ai 5 grandes. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Nicolas François, qui est directeur du pôle digital de l'Agence régionale du tourisme Grand Est. Aujourd'hui, nous allons donc parler de tourisme et d'intelligence artificielle. Si l'IA ne remplace pas le voyage, elle rebat les cartes de l'accès au voyage, de la recommandation, de la confiance et aussi du travail des acteurs touristiques. Bonjour Nicolas, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu ? Bonjour Julien, ça va bien, merci. Eh bien, écoute, merci de ta présence. Alors, on va évidemment parler un peu de toi, on va parler de tourisme, on va parler d'intelligence artificielle. Avant ça, j'aime bien en savoir un peu plus sur mes invités avant de plonger ensemble dans le grand bain de l'IA. Nicolas, tu as quel âge? Tu viens d'où? Et ils faisaient quoi tes parents? Alors, j'ai 43 ans. Moi, je suis né à Metz, en Moselle. Alors, je sais pas si tout le monde saisit bien, dans le Grand Est. J'habite entre Metz et Nancy. Alors, et mes parents, ils étaient, alors mon père était dessinateur industriel avant d'aller vers la SNCF. Fini sa carrière chef d'escale, à Metz, à la gare de Metz. Et ma mère, papeterie Clairefontaine au départ, et puis après s'occuper de nous, ce que j'ai trouvé assez cool en fait. Et voilà, et c'est des passionnés d'histoire aussi. Donc c'est quelque chose que j'aime bien aussi, notamment de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est sûr, Mhm. voilà, c'est particulier, mais en tout cas, bon, on n'est pas loin de Verdun, donc voilà. Ouais, c'est ça, j'allais dire, dans la région, il y a beaucoup de souvenirs, de vestiges, d'événements qui sont passés. Exactement. Et moi, c'est vraiment le digital et le numérique depuis, je vais dire presque tout petit. J'adore ça. J'ai eu mon Amstrad CPC 6128, je m'en souviens comme si c'était hier, et en 96-97, je faisais déjà un premier site pour mon village. Enfin voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne. D'accord. Et donc l'IA, ça vient rajouter une nouvelle couche quelque part à ton travail, à ton activité. Tu pensé quoi quand ChatGPT a débarqué en novembre 2022? Est-ce que tu l'as essayé immédiatement? Tu étais vraiment, un peu dans la grande mode ou tu as pris le temps de le tester tranquillement? C'était quoi ton approche à l'époque? Ah, j'ai vraiment, tout de suite été intéressé, parce que, vu que voilà, je suis très passionné par le digital, je suivais tout ce qui se passait. L'IA au sens large, hein, je suis pas spécialiste de l'IA, mais ça m'intéressait. Quand j'ai vu, arriver ChatGPT, évidemment, j'ai testé. Évidemment, sur le coup, quand même bluffé, on va dire, hein, un peu comme tout le monde, c'était quand même d'avoir la main, sur un outil comme ça assez puissant. Puis alors, rétrospectivement, bon, je pense que je referais le test, je me dirais: «Waouh, c'était pas terrible en fait», mais Ouais, sur le ça évolue moment, tellement vite, hein. c'était top. Très vite justement, en fait, j'ai fait des premiers posts sur LinkedIn et je me suis dit, «Waouh, ça va vite», parce que les premiers ça va vite, et même moi qui étais intéressé, il y avait cette sensation de me dire: «Mais les gens qui sont pas du digital, est-ce que, ils vont arriver à Mmh. appréhender ça?» Ça a été une question très vite qui m'est Et venue. surtout dans le monde du tourisme, c'est pas faire offense que de dire qu'à la base, le digital, c'est pas forcément une priorité, une spécialité. Je veux dire, quand on est, hôtelier, restaurateur, voire guide conférencier, on n'a pas spontanément forcément, des appétences pour le digital. Je me trompe? Ouais, non, non, clairement, tu te trompes pas. C'est vraiment ça, parce que, c'est vrai qu'ils ont des métiers en plus là sur les prestataires. Leur cœur de métier, c'est pas du tout le digital, hein. C'est vrai que c'est d'accueillir, c'est, de faire bien à manger, de visiter, de faire visiter aux gens, enfin, et le digital souvent, même à un moment donné, c'est le truc en plus, quoi. Souvent même au début du digital, c'était, encore ça en plus à gérer. Voilà, je sais pas trop, donc on bricole. Donc c'est vrai qu'il y a certains acteurs, Mmh. et toujours, hein, il y a quand même, des acteurs prestataires qui peuvent avoir ce retard sur la partie digitale. Dans la partie institutionnelle, le virage a été pris quand même maintenant il y a bien longtemps, mais quand je suis arrivé, il y a une douzaine d'années, 13 ans,
Il y avait encore du travail, il y avait déjà des sites et tout ça évidemment, mais le vrai virage de vraiment se dire: «On prend ça très au sérieux», et avec, beaucoup de professionnalisme plutôt que sérieux d'ailleurs, je trouve qu'il y avait du travail à ce niveau-là, en fait, de professionnaliser. Et du coup, l'IA, ça change quoi pour les professionnels du voyage, du tourisme? Est-ce que l'IA, c'est en train de devenir un peu la nouvelle porte d'entrée du monde du tourisme et du voyage? Alors tout de suite, oui, spoiler, oui, pas de spoiler même. Non, c'est ça devient la nouvelle porte d'entrée. En fait, dans le tourisme, on a toujours, évidemment regardé le point de contact avec la clientèle et même avant, tu prends avant le digital, bon moi d'ailleurs quand je suis arrivé, c'était encore à cheval, mais avant tu faisais du publipostage. Moi j'étais même, venant que du digital, je trouvais ça assez énorme, mais on envoyait des magazines en publipostage, un truc qui pesait, plusieurs grammes et t'envoyais. Mais c'était le point de contact, en fait. Donc c'était pas tu des salons, beaucoup de salons grand public, il y en a encore, mais beaucoup moins. Et puis après le digital est arrivé, donc fallait avoir son site, fallait que le référencement naturel, fallait après avoir il y a eu les réseaux sociaux, et les OTA qui sont arrivés. Alors les OTA, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas dans le tourisme, on parle des plateformes comme Booking, ou des plateformes comme, Airbnb après. Et en fait, à chaque fois, on s'est adapté parce que le client, lui, en fait, il est allé là où c'était pratique, là où il trouvait l'offre, les bons plans, les prix, ainsi de suite. Et avec l'IA, c'est ça, en fait. C'est un nouveau point de contact. La seule différence, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'avant. Moi, j'avais creusé le truc pour, l'arrivée des OTA. Booking, je m'étais rendu compte qu'entre le moment où Booking est arrivé en Europe, s'est déployé et le moment où, en France, on s'est mis à dire: «Oh là là, il y a peut-être un souci, il faut qu'on réagisse, il faut faire quelque chose», il s'est passé 8 ans. et et alors c'était un autre monde, c'était il y a plus longtemps, mais tu vois, je trouve que ça montrait qu'il y avait quand même un décalage entre la prise de conscience, de ce qui se passe et comment on fait pour s'adapter. Parce que tout ça derrière, c'était de l'économie, il fallait se positionner pour faire des ventes et bref. Mais avec l'IA, ça va beaucoup plus vite. Donc on n'aura pas 8 ans. C'est ça, quoi. Que te disent les professionnels du tourisme, du voyage, de l'événementiel, des loisirs, quand tu leur parles d'IA? Toi qui es, un peu, enfin, tu sais, c'est ton quotidien d'échanger avec eux, de discuter avec eux, d'élaborer des stratégies, et cetera. Ils en pensent quoi globalement de Bah, l'IA? ce qu'ils en pensent, ça a bien évolué, durant ces 3 dernières années, actuellement, ils ont toujours été intéressés, en fait, et ils sont intéressés au regard de ce qu'on vient de se dire avant, en fait. Tout le monde est en train de bien comprendre, alors à des niveaux, très différents, hein, ça reste très hétérogène, mais de se dire: «Voilà, il y a un nouveau point de contact». On se retrouve, on était dans l'intermédiation, hein, beaucoup. On se retrouve intermédiés encore plus par ces systèmes d'IA parce que les gens passent par ces systèmes pour, organiser, préparer, s'inspirer. Heu, donc ce qu'ils me disent, là actuellement, c'est, on veut comprendre de plus en plus, mais au-delà de comprendre, on veut, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Comment on fait pour passer à l'action? Le trafic, la visibilité, c'est le nerf de la guerre et donc comment on fait pour être visible à l'ère de l'IA? Ça, c'est quelque chose qui inquiète, en tout cas qui questionne, beaucoup d'acteurs actuellement. Mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir des touristes et des voyageurs qui utilisent principalement ChatGPT, Gemini et autres pour préparer leur séjour. Est-ce que, pour ces acteurs, on va dire traditionnels du tourisme, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est au contraire plutôt une mauvaise nouvelle? Bah, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre, c'est de toute façon on n'a pas le choix. Donc à part faire l'autruche et de se dire, «Je veux pas regarder ça, moi je vais continuer», bah, comme au début du web, hein, où certains continuent à vouloir faire des brochures, hein, d'ailleurs, hein. Dire: «Non mais moi, le digital c'est pas moi, le web, moi je fais mes brochures». C'est pas une bonne ou une mauvaise, c'est de se dire: «Le nouveau point de contact il est là». C'est quelque chose qui, évolue et très, très vite. Il y avait une statistique qui, nous dit que tous les 12-18 mois, le taux d'usage des gens pour préparer leur séjour autour du voyage s'est fait fois 2 tous les 12-18 mois et là, on est à 24-27 des gens qui utilisent l'IA pour le voyage, en fait. D'accord, donc juste pour bien comprendre, en gros, un quart des voyageurs utilisent un outil d'IA pour préparer leur voyage? Ouais, ont déjà utilisé un outil d'IA pour préparer le voyage, complètement. Et d'ailleurs, dans ceux qui l'ont utilisé, tu as une étude là d'Evaneos, YouGov qui est sortie, qui est hyper intéressante. Ceux en plus qui l'ont utilisé, 71 ont trouvé ça quand même très pratique. Ce qui explique, tu vois, on a je disais le x2 sur 12-18 mois, mais je pense qu'il va s'accélérer même ce x2. Il c'est quelque chose parce que il faut surtout pas le minimiser. C'est ça aussi mon discours quand je discute avec, des acteurs du tourisme. Pour se dire, voilà, 24-25, OK, mais bon, il y a tout le reste alors, qui l'utilisent pas encore.
Ouais, mais il faut pas du tout réfléchir comme ça. Il faut plutôt le voir dans l'autre sens et se dire, ça progresse très vite et on est déjà à ce niveau-là et sans parler des nouveautés d'AI Overview de Google d'ailleurs. Qui arrive en France, prochainement, en tout cas à l'heure où on enregistre cet épisode effectivement. Sur Exactement. ce point, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que le nerf de la guerre, c'est le référencement, c'est d'être connu, c'est d'être compris et connu par les outils d'intelligence artificielle. Est-ce que, les acteurs du tourisme, je pense aux offices de tourisme, aux hôtels, aux expériences touristiques, aux sites et cetera, est-ce qu'ils ont compris que le référencement aujourd'hui, bah, c'est Google certes, mais c'est pas seulement Google, c'est aussi les LLM, les moteurs d'IA? Oui, alors, je pense que globalement maintenant, tout le monde, l'a compris et va le comprendre. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, je pense qu'ils vont le comprendre, à la rentrée de septembre, au plus tard où AI Overview arrivera parce que je pense que ça va vraiment être un point de bascule. Effectivement, ce qui se cache des fois derrière le terme, JO, pour pas parler de SEO sur le gé bon, à l'ère du génératif, mais, heu, Mmh. ils ont compris tout doucement, ils appréhendent. Par contre, c'est très difficile pour tout le monde d'ailleurs de savoir ce qu'il faut faire. Parce qu'on se dit: «OK, je comprends que les gens sont de plus en plus, sur ChatGPT, sur Gemini», sans parler d'AI Overview, on va le mettre de côté 2 secondes. Je vois qu'ils sont là-dessus, mais comment je fais pour exister? Et la deuxième question, c'est après, OK, je vais vouloir exister, mais comment concrètement? Parce que souvent on parle des mentions, d'être cité, mais alors très bien, ils ont posé la question, si ça a parlé de ta destination, mais que ton lien est caché dans les sources, souvent c'est le cas d'ailleurs, hein, dans les sources en dessous, dans le ChatGPT ou sur le côté, et que les gens cliquent plus en fait, hein. On voit que les clics sont très faibles en tout cas là-dessus. Quel est l'intérêt? Enfin, ça pose énormément de questions et l'Eye Overview, c'est pour ça que je te disais que je pense qu'en septembre, tous ceux qui n'ont pas encore trop suivi ça ou sont encore un peu loin, vont se le prendre de plein fouet parce que ce déploiement, moi j'avais vu qu'aux États-Unis, c'était, 40 des requêtes, des questions posées sur Google qui généraient dans le cadre du voyage une AI Overview, donc un résultat généré, par l'IA. Et j'ai même une autre étude, il parle de 70 maintenant. Bon, on verra bien en fait chez nous ce que ça donne, ça sera peut-être encore différent, mais là, ça va changer la donne. Parce qu'en fait, on va voir concrètement l'impact sur nos sites avec des baisses de trafic qui vont être, je pense, hein, assez importants et va se reposer la question: «Comment être présent?» Et c'est là que c'est pas si simple que ça en fait. Il y a pas de recette magique donc Ouais, c'est ça, parce que comment tu rassures les gens? Comment je sais pas, je veux passer un week-end à Nancy, par exemple, OK, il y a la place Stanislas, mais au-delà de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je pose la question à ChatGPT ou à Gemini. Comment je m'assure que les points clés, les étapes importantes, du tourisme nancéen sont bien référencées? Qu'est-ce que tu dis à ces acteurs du tourisme? Moi je leur parle alors chaque fois d'ailleurs c'est mon mantra, presque, dire toujours, sans magie et sans, surtout, comment dire? Sans vous raconter de mensonges, voilà, sur ce qu'on peut faire. Moi comment je les rassure? C'est de leur dire: «Revenez aux fondamentaux». Mmh. On se détend, ni naïveté, ni panique. Ce qu'il faut, c'est revenir à ses fondamentaux et à sa data, sa donnée. Structurer sa donnée plus que jamais. Vraiment, mais quand on dit structurer sa donnée, c'est pas de dire: «OK, c'est bon, j'ai les 2 points», c'est la structurer et la garder à jour et la mettre à jour, vraiment sur les outils dont se servent la plupart de ces, moteurs, de ces modèles, que sont par exemple dans le monde du tourisme les, Google My Business. Pendant d'ailleurs, c'est petite anecdote, mais c'est vrai qu'il y a quelques années encore, si tu disais, il faut mettre à jour, toi en tant qu'institutionnel, tu parlais aux prestataires touristiques pour leur dire de mettre à jour leur Google My Business, on pouvait un peu te dire: «Attends, arrête, il y a les systèmes d'information touristique, régionaux Mmh. ou départementaux qui sont là, c'est ça qu'il faut prioriser. Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler nos systèmes à nous, hein, clairement, mais il f la bataille est perdue sur, le fait que, Google My Business serait quelque chose en compétition. C'est l'endroit où il faut être aussi. Donc moi, je les incite à vraiment dire: «Mettez vraiment à jour vos fiches» et après il y a toute une liste de bonnes pratiques. Moi, j'en ai, 5 grandes en disant, voilà, d'appliquer sur leur site aussi la rapidité, les données structurées derrière, enfin bref, mais revenir aux fondamentaux et en conclusion, en disant: «De toute façon, si vous faites ce travail-là, ça sera jamais perdu». D'accord Je et peux pas vous dire que vous serez cité, mais ça sera pas perdu.
Et du coup, est-ce qu'il faut toujours un site, en 2026? Est-ce qu'il faut toujours être présent sur les réseaux sociaux? Si oui, lesquels? Est-ce qu'il faut, investir sur TikTok, rester sur Facebook? Je sais pas, c'est quoi un peu tes recommandations en la matière? Ça, c'est drôle parce que c'est vrai que, bah, j'ai sorti d'ailleurs, j'ai fait un petit post là-dessus, je vais retrouver une étude du mois de mars, avril qui disait que, qui redonne, on en connaît depuis l'année dernière, tu sais, les tops, Mmh. des sites qui serviraient parce que tout le monde veut comprendre la boîte noire donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, il y avait plein de choses et il y avait Reddit qui ressortait beaucoup. Tu avais Reddit, alors un truc que soit certains connaissaient pas, soit certains connaissaient mais d'un côté un peu, spécifique, un forum. Donc tu voyais Reddit et tu voyais à ta question les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn d'ailleurs, les réseaux sociaux sont très présents, Facebook. Donc ça donne des pistes, mais quand il parlait du tourisme, il reparlait en disant, finalement, il y a aussi les offres sur TripAdvisor qui sont très importantes. Donc ça revient à la question d'avant. Par contre, à la question du site, moi je dirais que oui, tout de suite maintenant et dans les années à venir, un site pour avoir une vitrine, mais un site qui est vraiment pensé pour les 2, l'humain mais l'agent IA. Il y a des outils très pratiques d'ailleurs qui existent, pour vérifier si son site est lisible par les agents. Parce que c'est aussi un autre point, en fait. Si déjà son site, il est pas lisible, ça veut dire que les agents vont vraiment pas venir récupérer ton contenu. Donc un site simple, surtout bien structuré, le maintenir et continuer d'animer sur les réseaux, pas à 360 mais maintenir, son Facebook et les autres réseaux qu'on peut avoir. Mais oui, je maintiendrai moi, en tout cas. D'accord, OK. Donc on reste vraiment sur les fondamentaux et surtout on les muscle, avoir, un site qui est à jour, qui soit cohérent. Les infos qu'on a sur Google My Business doivent être les mêmes que celles que tu trouves sur ton site web, sont les mêmes que celles que tu trouves sur tes réseaux sociaux, horaires d'ouverture, offres, expériences et cetera, hein, c'est ça? Ouais, complètement et vraiment de jouer sur, ce qui est intéressant à l'ère de l'IA. C'était déjà intéressant avant, en fait, sauf que là, on se le prend peut-être un peu plus, brutalement ou de manière, plus, intéressante, en fait. C'est la donnée vraiment à jour. Je m'explique. Quand tu vois, là, avec la canicule qu'on a connue, en France, à un moment donné, il y a eu des changements d'horaire. Il y a des musées, il y a des lieux qui ont changé leurs horaires, ils les ont décalés pour le soir ou coupés plus tôt, enfin l'après-midi. À un moment donné, c'est les informations qui doivent rester à jour, sur ton site, sur ton My Business clairement, sur ton Facebook et pas juste d'ailleurs caché sur ton Facebook en disant: «Tiens, je vais faire un post, un reel» ou je sais pas où sur tes réseaux. Non, il faut les mettre et c'est ça la priorité. Je viens changer vite, il faut que je mette à jour où les agents peuvent venir se nourrir. Et sur ton site, je rajouterais le côté très conversationnel. De pas hésiter, en fait, à avoir des pages, avoir des foires aux questions et avoir des pages qui posent des questions, comme les gens pourraient se les poser. Que faire, voilà, que ce qui comme quand il pleut cet été à Metz, bah, Mmh. voilà, c'est une page, parce que c'est des questions que les gens peuvent se poser, donc repenser au conversationnel aussi, ouais. D'accord, OK, intéressant. Donc ça, c'est côté, professionnel du tourisme. Maintenant côté visiteur, quand tu regardes un peu ce sujet-là, que change l'IA dans la manière de choisir une destination, un hôtel ou une activité? Je veux passer, une fois de plus, un week-end prolongé, dans le Grand Est. Comment je fais, pourquoi est-ce que l'IA me dirait d'aller, à Verdun, à Troyes, à Nancy ou à Metz? Alors pourquoi elle le ferait? Ça c'est ben, j'aimerais bien le savoir en fait. Mais en fait, bah, en tout cas pour les voyageurs, ce qui change, on a vu tout à l'heure qu'ils sont quand même, de plus en plus nombreux à s'en servir et quand ils s'en servent, ils sont contents. Après, ils sont aussi plusieurs à s'en servir sans s'en rendre compte. Ça aussi, c'est les histoires des études. Quand est-ce que je me rends compte que je me sers de l'IA? En tout cas, pour le voyageur, lui, il est bien content quand on lui facilite le travail. Donc de dans sa partie d'inspiration et c'est vraiment la partie d'ailleurs qui décolle dans les usages. L'inspiration, le dégrossissage au début. Donc que ça soit par du ChatGPT, l'outil du quotidien que certains ont pris dans le Gemini, ou des outils très, spécifiques mais qui, marchent de plus en plus, Mindtrip, qui est vraiment une Mmh. plateforme IA 360, dont on reparlera peut-être un petit peu, mais où là, vraiment c'est dédié au voyage et on pourrait même aller jusqu'au bout. On peut réserver des choses, mais en tout cas pour l'inspiration, on a aussi une expérience utilisateur qui est pensée pour le voyageur. C'est quand même aussi la différence par rapport à l'heure actuelle, hein, des modèles classiques ou de ChatGPT. Il y a eu des tentatives de cartes, de parcours un peu, abracadabrantesques par moments, moi, de ce truc que j'avais vu. Là, quand tu regardes un Mindtrip, c'est vraiment plus pensé pour le voyageur. Donc je trouve que c'est intéressant d'ailleurs quand tu as l'IA, les modèles, les données touristiques et l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur d'ailleurs souvent je trouve qu'avec le début de l'IA, c'était assez fou. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, l'expérience utilisateur, qui avait complètement été mis de côté en fait.
tu subjugué au début de dire, «Regarde, tu poses une question et il te répond». Attends, il te répondait comme un Minitel à l'époque et il te faisait des listes à puces avec des liens plus ou moins hasardeux ou pas de liens et des fois on s'estomaquait ou plutôt on était un peu ébahis devant ça en disant: «Eh, tu vu, hein?» Bah, c'était nul, quoi. Faut le dire, on attend mieux que ça en termes d'expérience et là, je trouve que tout ça est en train d'évoluer et bah, pour l'utilisateur, ça devient, un vrai usage, en tout cas en amont. Ils sont rares à aller jusqu'à la réservation et les gens sont très, très frileux là-dessus pour le moment. Je pense qu'il faudra du temps quand même pour, Ouais. Tu penses que demain, on pourrait réserver via ChatGPT en disant: «Bah, voilà, il m'a fait tout mon parcours, mon itinéraire, je lui laisse ma carte bancaire et puis, j'ai un agent derrière qui paye ma résa, qui communique avec, les pros du tourisme». alors oui, oui, ah bah, alors complètement, alors 2 choses là-dessus, c'est que ça a été, a priori, ça avait été testé et même ils ont fait marche arrière, ChatGPT, mais au-delà de ça, moi j'avais discuté avec, ouais, leur enfin dirigeant, en tout cas représentant de chez Mastercard, Mmh. qui travaillait sur justement amener le paiement, dans les modèles IA avec des agents spécifiques de paiement. Donc c'est quelque chose qui existe d'ailleurs, PayPal l'a aussi. Donc technologiquement, a priori, c'est prêt et d'ailleurs, c'est même effectif par endroits, hein. On peut, commencer à le faire. Par contre, là, il y a vraiment un frein qui est plutôt en termes d'usage. Les gens, pour le moment, ne sont pas prêts. Mais moi, je suis convaincu que c'est une histoire de temps. C'est comme, les cartes bleues au départ, les gens ne voulaient pas, après le paiement sans contact, je t'en parle pas, on a oublié, hein, mais la moitié des gens disaient: «Ça craint, je veux pas». Là, maintenant, on paye avec sa bague, connectée, on paye avec, son tout ce qu'on veut et finalement, moi, je suis convaincu que ça va se démocratiser, mais pour l'instant, c'est vraiment très faible. D'accord. Je reviens sur, Mindtrip dont tu parlais, donc qui est ce nouveau site, donc Mindtrip, Mindtrip. A priori, je le vois pas en français, il semblerait être une interface plutôt en anglais, si je dis pas de bêtises, mais qui est assez impressionnante, hein, quand on va dessus, où on peut vraiment, personnaliser, créer une expérience touristique. Tu peux nous en dire 2 mots? Comment ça fonctionne et pourquoi tu vois ça comme étant, un peu un modèle du futur du tourisme? Ah, moi, j'ai adoré ce projet-là. Alors des fois, on me demande, dit: «Mais tu es payé par eux?» parce que j'ai fait un guide là-dessus. Absolument pas et je touche pas un euro, rien du tout. Mais, pourquoi ça m'intéresse, en fait, c'est, l'outil, le plus documenté et qui a beaucoup avancé, le plus riche finalement, en termes de planification IA 360, dans le voyage, dans le milieu du voyage. Oui, planification voyage a l'air de l'IA plutôt. Hem et en fait, c'est qu'il y a plusieurs briques. On a connu déjà des briques, hein. Il y a plein d'outils, des travel assistants, voilà, on met un agent, bah, ChatGPT pouvait le faire, mais tu as un site, il te met un agent, tu poses des questions, il y a eu un petit rack derrière, pour, un peu plus tourisme et puis ça te fait ça. Bon après une petite carte, un petit slider. Là, tu as l'expérience utilisateur qui a été pensée. Tu as des acteurs très importants qui se sont penchés autour de ce berceau. C'est du, American Express, American Airlines et d'autres qui se sont mis. C'est, 13, cofondateurs, dont des anciens de grosses boîtes, dont Google, Microsoft. Heu, Derrière, c'est les partenariats aussi. C'est là que ça devient encore plus intéressant. Pour leurs données, ils se sont appuyés, ils ont 11 millions de points d'intérêt. Ils se sont appuyés sur, bah, Google My Business, TripAdvisor, Viator. Ils ont fait un partenariat avec Sabre. Ah donc le GDS, nord-américain et pas que. PayPal pour le paiement. Ils se sont rattachés à Tchatch. Ils ont, racheté Chat qui était un outil où les gens discutaient pour faire du voyage et donc pour créer des comme des influenceurs qui prévoient qui partagent des voyages et où dans lequel ils prennent des commissions et presque la cerise derrière où tu dis: «OK, ils pensent vraiment à beaucoup de choses». Le problème à la fin d'un voyage que tu es en train de construire avec l'IA, c'est de se dire, «OK, mais là, comment je suis assuré?» Moi, je commande tout à la fin, admettons, tout est vraiment parfaitement calé, je peux tout acheter d'un coup. Qui va m'assurer quoi, si ça va pas, si et ben, ils ont fait un deal avec TUI, donc TUI qui est un gros, voyagiste, enfin très, très gros, et j'ai fait le test, hein, ça marche, en Belgique, aux Pays-Bas. Tu fais ton programme et à la fin de ton programme, tu as un bouton, Book with TUI. OK, bah, là, je veux bien. TUI le retravaille, le reprend et est capable de te proposer ce voyage-là que tu t'étais auto-construit, tout seul pour le prendre à sa charge et avec, les garanties des assurances. Je sais pas où ils iront. Ils se sont développés, ils ont complètement pris le marché américain, Brand USA, qui est la grosse marque américaine et toutes les destinations. Tu as Visit California, Puerto Rico, c'était 35. Ils sont à 70 destinations qui travaillent avec elle.
Et tu pas besoin d'être une destination pour travailler, hein. Mindtrip, c'est accessible à tous, mais quand tu es destination, tu as des données spécifiques, tu peux pousser des données spécifiques, ça aussi c'est très intéressant. Et dernière chose, ça arrive en Europe, ça y est, ils ont traversé, ils ont pas attendu, ça a 2-3 ans, hein, mais maintenant on n'attend plus 8 ans comme avec Booking ou ils ont traversé l'Atlantique, ils sont présents à Madère, ils sont présents en Norvège et apparemment ils signeraient avec des destinations bientôt, en France. Donc en tout cas, qu'est-ce que ça donnera demain? Je ne sais pas. Mais c'est à cette heure-là un outil vraiment hyper intéressant à étudier et qui, illustre bien ce que peut être, le voyage à l'ère de l'IA, je trouve. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est complètement intégré de A à Z avec une énorme dose d'IA, une interface très simple d'utilisation, plutôt agréable. Mais, c'est une parfaite transition sur ma question suivante, parce que j'allais te poser la question sur savoir s'il y avait des métiers ou des services qui allaient être un peu menacés par l'IA. Mais là, clairement, tu prends le cas de Mindtrip, je me dis: «Mais les agences de voyage, elles sont mortes, quoi». Enfin, Qu'est-ce que tu en bah, penses? C'est vrai que honnêtement, ouais, une agence de voyage, je pense, classique, quand je dis classique, ils vendraient que des voyages vraiment, classiques qui existent pour aller au Maroc, en hiver, pour aller enfin des voyages, bah, z là oui, je serais très inquiet, franchement et des fois on m'a dit: «Ouais, mais moi j'ai quand même, l'habitude d'avoir j'ai des gens, plutôt personnes âgées qui ont l'habitude, qui veulent le contact humain en agence». Ça c'est vrai et ça va rester, mais ça serait un mauvais, calcul. Parier sur les seniors, parce qu'ils continuent de venir, sur l'avenir. Alors ça peut te maintenir un peu plus longtemps, parce que tu as tes habitués, mais c'est pas, un plan. Donc par contre, dès que tu vas commencer à faire du sur-mesure ou sur une thématique, tu vois, le luxe, le très sur-mesure complexe, rencontre des gens sur place, tu vois, un voyage qui a vraiment bah là, Mindtrip s'arrête et les agents aussi globalement. Dès que ça se complexifie à l'heure où on se parle et je pense qu'il y en a pour un moment quand même avant que il y aura quand même une limite et aussi tous les gens qui veulent du contact humain pour préparer quelque chose par l'échange et quelqu'un en face aussi qui pourra te dire: «Si, si, moi j'y suis allé, je peux vous dire que allez dans ce petit village, vous aurez» donc tout ça a de beaux jours encore devant, mais si tu fais du classique, ouais, inquiète-toi et réfléchis à la suite quand même. ouais, il faut pivoter rapidement. Après, je pense aussi aux voyages un peu B2B, tu sais, les corporate, travel planner, les gens qui organisent, voyages d'affaires, conférences à l'autre bout du monde, qui emmènent, 500 collaborateurs, à Las Vegas, et cetera. Là, c'est quand même des voyages plutôt complexes pour lesquels l'IA apporte pas tant de choses que ça, si je comprends bien. Ah oui, non, bah et puis sur tout ce qui va être groupe, justement, enfin, tu vois, groupe, maintenant même B2C ou B2B, Mmh. pour le groupe, là, non, c'est complexe. En plus, c'est des nombres de lits, de tout voilà, je sais que les agences qui travaillent, il y a des agences spécialisées, hein, qui sont là pour les voyages en groupe ou utilisent l'IA à leur niveau, mais avec des outils aussi spécifiques qu'ils ont dans le cadre de leurs outils. Pou là, c'est reste vraiment l'outil grand public. On sait que les gens moi, j'avais une stat, plus de 80 des gens, de toute façon, préparent leur voyage seuls. Donc vont déjà plus en agence. Des outils comme ça vont encore les aider, mais n'empêche que, pour ceux qui ne n'utilisaient pas l'IA ou le même tout simplement plutôt ne le faisaient pas seuls ou le B2C ou le groupe, il y a encore du travail, mais ça peut servir en inspiration clairement. Alors jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'IA sur la phase préparation du voyage. Est-ce que l'IA, selon toi, est plus utile avant le voyage? Est-ce qu'on peut l'utiliser pendant le voyage? Voire même également après le voyage? C'est quoi un peu les différents usages et les bonnes pratiques que tu vois dans ces cas-là? Alors, a avant le voyage, ouais, clairement. Là, c'est vraiment puis je te dis, ça explose là-dessus, voilà, on s'inspire, on regarde, on commence à réserver enfin pré-réserver ses activités, ainsi de suite. Vraiment et il y a des bons retours et les gens sont plutôt contents de ces usages. On le voit, en tout cas, quand on suit les études. Le pendant aussi, beaucoup d'usages, en fait, sur, qui sont possibles, qui commencent à émerger parce qu'entre le possible et la réalité quand tu les mets en pratique, mais la traduction, le pendant sur place quand tu découvres un lieu aussi, de te créer ton propre petit audio guide ou pour le métier, hein, les privés aussi, les guides, ils ont pour moi de l'avenir complètement, les guides humains, pour peu qu'ils s'augmentent avec l'IA, heu, Mmh. pour en plus de leurs, connaissances et comment qu'ils arrivent à transmettre, parce que ça change tout entre un robot qui te parle sur ton téléphone, mais en tout cas des usages, tu vois les lunettes connectées, de nouveau à la traduction ou les il y a des usages de pendant. Après
Après, pour l'instant, pour moi, c'est un peu l'angle mort. Après, c'est quoi? C'est un peu le bilan, les territoires qui font le bilan sur, ce que les touristes auront apporté, l'IA et cetera? Ah, pour le côté pro, ouais, sur l'après, là, il y a des trucs, mais je me mettais dans le côté voyageur. Ouais. Là, j'arrive pas à lui trouver vraiment des cas d'usage ultra, si on peut faire des choses, peut-être faciliter des montages, de photos pour partager sur les réseaux, des choses comme ça. Ouais. Mais par contre, Mmh. ouais, pour les pros, clairement, hein, analyser les chiffres après les saisons, être plus sur le prédictif aussi. Alors là, c'est l'analyse d'après pour prévoir encore le coup d'après, mais oui, là, il y a des vrais gros usages et il y a des c'était en Suisse où ils ont concrètement travaillé sur ce sujet-là. Plusieurs cantons de Suisse ont travaillé pour, grâce à l'IA, qui était pas l'IA générative, hein, d'ailleurs, aussi au passage, on parle beaucoup d'IA générative, mais l'IA la plus puissante et la plus intéressante, d'ailleurs, elle existait bien avant, hein, dans le milieu du tourisme, faut et du travel, hein. Tous ces outils, d'ailleurs, pour préparer son voyage avant l'IA, étaient déjà l'IA générative était déjà bourrée d'IA, sauf qu'on n'en parlait pas. Mmh. Et là, je disais, en Suisse, ils font quelque chose où ils mixent, tu vois, le prix des remontées mécaniques, le prix du change entre le franc et puis le franc suisse, consommation d'eau, enfin tout un tas de trucs pour de trucs, de données, plutôt, et pour après dire: «Voilà, on sent que ça va vers là, voilà le type d'action marketing qu'on pourrait mener en amont parce que, vu le contexte». Et ça, je trouve ça hyper utile et hyper intéressant. Comme la gestion des flux d'ailleurs, hein, sur les lieux qui ont du surtourisme, où là, l'IA a des vrais usages, hyper intéressants et On positifs va aussi. on va y revenir parce que c'est effectivement un sujet qui m'intéresse. Juste avant ça, je voudrais parler un peu des réseaux sociaux, et aussi un peu de l'IA quand même. Parce qu'il y a en gros une dizaine d'années, les réseaux sociaux ont vraiment émergé, ont boosté d'ailleurs certaines destinations. Parfois quelques stories partagées sur, TikTok ou Instagram, ont pu, transformer des destinations peu connues en, best-sellers. Est-ce que c'est toujours le cas déjà? Premier point pour toi. Et deuxième point, quel est l'impact de l'IA sur les réseaux sociaux et sur la manière de communiquer? Alors, là, c'est les réseaux sociaux et globalement dans la manière, ouais, de communiquer. L'IA a du pour et du contre, je trouve. L'IA du pour, bah, parce que dans la manière de communiquer, elle facilite le travail justement de ces communications sur les réseaux sociaux en facilitant la rédaction des articles, des posts, de tout ce qu'on peut faire, des idées, du planning éditorial. On peut faire beaucoup plus de choses, plus rapidement, mais le revers de la médaille, il vient très vite, c'est qu'à la fois, les réseaux sont inondés de contenu et c'est là que ça se complique aussi, de contenu, du slope, du contenu Mmh. très mauvais, et où tu commences à mixer, tu te retrouves perdu entre du slope, des fois de la fake news, de l'appât du clic, enfin tout ce que tu veux. Donc il y a un bazar, heu, qui fait que je trouve que ça devient compliqué, que ça risque de s'empirer d'ailleurs. Peut-être que la force pour les destinations, tu parlais pour émerger, c'est, déjà la force de leur autorité, de se tenir assez éloigné de ça et de pas d'ailleurs, utiliser l'IA, oui, mais à bon escient. Mollo, je trouve l'IA, si tu veux commencer à retoucher tes photos, Mmh. pourra peut-être en parler, mais là, je dirais attention, parce que si tu veux rester avec une vision authentique et de se dire: «Ça, c'est un voilà, c'est un réseau, c'est une page, un profil que je suis parce qu'il est sûr», souvent d'ailleurs même de plus en plus parce qu'il est incarné, bah, de pas trahir en utilisant l'IA à mauvais escient. Et pour tu disais: «Est-ce qu'on peut encore émerger à l'ère de l'IA avec» oui, toujours, mais honnêtement, ça va être je réfléchissais, ça va être toujours par des communications un peu décalées souvent. Je pense à la Bretagne qui a fait des communications, décalées mais authentiques en fait d'ailleurs. C'est marrant, où les communications sont décalées mais reviennent à l'authentique, revenir breton. Enfin, ils avaient une campagne assez sympa et ils avaient pas utilisé l'IA, tu vois, là-dedans. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que des fois, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que tu sais, tous les ans, les grands, je sais pas, New York Times, Le Monde, je suis pas sûr, mais en tout cas les grands médias sortent la liste des, X, destinations à visiter en 2026, 2027, 2028 et cetera. Pourquoi est-ce que en 2026 ou en 2027, tu vas avoir telle destination plutôt qu'une autre? Je veux dire, la destination n'a pas changé. La Bretagne en 2026, c'est la même que la Bretagne en 2020 et ça sera la même que la Bretagne en 2030. Pourquoi est-ce que une année précise, les gens vont se dire, tiens, les journalistes vont se dire: «Tiens, il faut aller en Bretagne ou en Islande ou en Albanie ou ailleurs». C'est quoi ta je suis curieux d'avoir ton regard, si tu veux, sur ces palmarès-là.
Ah bah alors là, moi je te dirais que, bah, soit tu as une très bonne équipe com et des RP, Mmh. les relations presse qui ont été très bonnes, c'est possible et c'est peut-être ça, arriver à pousser, voire peut-être des fois dans le cadre, c'est même du public postage, du public rédactionnel pardon, pas postage, et du coup tu as même payé pour être, dedans. Non, mais après, vraiment, mais je pense que ça participe à ton autorité d'ailleurs. Donc blague à part, oui, les relations que tu vas avoir avec ces médias, clairement ça joue, payantes ou pas, hein, parce que tu leur pousses de l'info, parce que, tu arrives à renouveler l'image de ton territoire et ils vont t'en parler. Pourquoi? Tu vois, l'histoire de la Bretagne, voilà, quand la Bretagne arrive à faire une communication, Mmh. on connaît la Bretagne, mais décalée, ça fait parler d'elle. Ça fait parler d'elle, bah, ça touche les journalistes, ça touche le grand public et donc le journaliste va certainement reprendre. Après, là où, les journalistes vont aussi peut-être sur les réseaux, ChatGPT et autres, Claude, pour dire: «Tiens, je veux faire un article, s'ils vont, donne-moi le 10 destinations à ne pas manquer cet été en France». Bah là, on va retomber sur notre question de visibilité d'avant. Ça va être la base d'entraînement de ChatGPT ou Claude. Là, si Claude, c'était là. Ce qu'il va trouver sur le web parce qu'il va aller chercher. Est-ce que tu es bien positionné? Est-ce que ton site est autorité? Est-ce que ta destination a assez d'autorité? Et c'est là que tout un ensemble, mais on revient que si tu as bien travaillé tes bases, heu, tu pourras plus facilement émerger. Mais à la vraie question que tu me poses, j'avoue que ça reste quand même un petit, j'ai pas la réponse quand même totale derrière pour être sûr d'être dans le top 10. Moi, j'aimerais bien, hein, Ouais, mais ouais. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce que, le Grand Est ne serait pas la destination, du New York Times en 2027, The Place to Be? Mais elle le sera, mais attends, mais elle Elle le le sera, sera, j'ai aucun t'inquiète doute pas, là-dessus. t'inquiète pas. Heu, Elle peut l'être, hein, franchement, quand tu vois ce qu'on a, mais bien ouais, sûr, elle mais bah, peut. en plus j'en suis originaire donc je connais bien la région, mais c'est quand même beaucoup de storytelling, c'est beaucoup de marketing. Enfin, à la base, c'est ça. Je Ah veux non, dire. mais ça complètement. Non, mais là-dessus, complètement, tout paie pour tout. C'est quelqu'un qui me dirait que non, c'est ça, c'est savoir mettre en œuvre en musique, savoir vendre, le storytelling, raconter les belles photos. On en est tous, hein, ça crée des fois des débats aussi parce que d'ailleurs, avant même l'arrivée de l'IA, hein, tu peux mettre l'IA de côté, on a tous, voilà, des photos, des angles improbables mais magnifiques que personne verra, mais qui sont vrais, mais qui Mmh. sublimés, retouchés même avant sur la colorimétrie, tout ça, qui sublime ta destination et ou d'ailleurs, hein, là, même d'ailleurs, ça moi, ça me fait un peu rebondir à ce que tu dis. La tromperie derrière a pas attendu l'IA, hein, tu peux aussi tromper des gens parce que tu survends par le discours ou par les visuels que tu partages, aux gens. Tu des exemples justement d'expériences où les gens ont poussé le curseur un peu trop loin? On se dit: «Oh là, on a un petit peu déconné, faut revenir un peu en arrière». Bah, f de déconner non, mais c'était des acteurs, enfin moi c'était plutôt des exemples que tu voyais, on a vu beaucoup passer ça sur les réseaux, mais c'était, l'année dernière, encore l'année d'avant, c'était même la réalité, c'était à Instagram. Avant même l'IA, c'était, tu sais, tu voyais, Instagram, la réalité. Puis tu Mmh. voyais, ben, l'influenceur ou l'influenceuse sur la plage, il est tout seul quasiment et puis finalement tu tournais la caméra, puis tu voyais que c'était au milieu de ça grouillait de monde, enfin c'était pas l'image rêvée, et tu avais même plus naturel, c'était, le Trolltunga, je crois que c'est en Finlande ou enfin, les gens vérifieront, mais en tout cas, tu as un rocher magnifique au-dessus d'un fjord Oui. et la photo d'ailleurs que vend, bah, la Norvège, je crois quand même, c'est cette photo, la personne est seule et c'est magnifique et franchement, tu es seul au milieu du monde et c'est énorme et puis tu as la vraie vidéo aussi, des gens où les gens d'ailleurs se poussent tous pour se caler et c'est une histoire de cadrage, en fait. Ils se calent là pour se voir seuls et c'est la queue leu leu des gens qui tournent là et c'est dommage parce que là, tu vois, rien à voir avec l'IA. Là, déjà, tu étais dans la tromperie, dans parce que je crois que tu as plusieurs heures de marche d'ailleurs pour y aller et quelqu'un qui l'a fait m'a confirmé d'ailleurs et et tu vois, c'est ça. Avec l'IA, si tu me parlais d'un truc, tiens, je repense au Québec, toi qui es tu au Canada. Au Québec, ils avaient eu pas ce Noël-là, mais le Noël d'avant, ils avaient eu un méga bad buzz parce que quelqu'un sur TikTok avait fait une vidéo, mais 100 générée par IA, de la ville de Québec enneigée, mais un truc avec des choses, surnaturelles. Enfin, c'était, c'est quoi? C'est le Saint-Laurent qui était gelé, mais on voyait des paysages qui n'existaient pas, on voyait des trucs complètement bizarroïdes. Sauf que les gens ont adoré. Ça a fait: «Ah, j'ai envie de venir et tout». Des élus du coin ont adoré et que c'était pas du tout ça, quoi et donc ça a fait un buzz. Ils ont dit, presque dû s'excuser. C'était pas eux qui l'avaient mis, mais les gens étaient inquiets en se disant: «Mais il y a des gens qui vont peut-être payer, vont dépenser des dollars pour venir, mais c'est pas ça qu'ils vont voir, quoi». Ça me rappelle effectivement ce qu'on a vu à Noël dernier, donc Noël 2025, en Angleterre, à Londres.
ou je sais pas si tu as vu ces vidéos d'un pseudo marché de Noël devant Buckingham Palace avec plein de lumière et cetera. Des gens se sont déplacés pour le voir, ça avait l'air féerique, sauf qu'en fait, ça n'a jamais existé. C'est une création faite par IA et ça a fait un mini bad buzz alors que, enfin voilà, personne n'y est pour rien, quoi. Ah ouais, ouais, mais complètement. Mais ça, on en a eu même en Grand Est, alors à plus petite échelle Ouais. et les acteurs et nous, d'ailleurs, on est bien désemparés. C'est-à-dire des choses où, tu te retrouves sur des sites, ce que je disais tout à l'heure, avec du slope, content, de l'appel au clic, de la fake news et la fake news, en l'occurrence, là, c'était pour un feu d'artifice Mmh. qui devait avoir lieu telle date et l'office de tourisme du secteur, il me dit: «Mais en fait non, hein, il y a pas de feu d'artifice, il y en a jamais prévu là». Sauf que le site, voilà, il vendait, alors il faisait des clics vers Booking pour se faire de l'argent. Là, heureusement, ça s'est fini qu'il a réussi à avoir un contact, mais c'est très rare en fait et la personne, bon, ils ont supprimé le truc, Mmh. mais c'est hyper rare et toi en face, ta seule, parade, c'est d'utiliser tes réseaux officiels pour, mais tu vois, tu vas pas faire promo du faux truc, donc juste essayer de garder ton autorité certainement, mais je t'avoue que c'est un vrai, vrai problème, c'est comme les fake news au final, hein, c'est la fake news du tourisme, et de l'événementiel. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de la retouche de photos. Est-ce que tu as déjà vu des choses passer sur le sujet, où l'IA retouchait des photos? Alors, pareil, plutôt à des fins éthiques ou au contraire à des fins plutôt, totalement commerciales et trompeuses? Hem, oui, j'en ai vu, mais ça j'avais un collègue où peu importe d'ailleurs sa destination, il était enfin, il avait commencé à faire des vidéos, pas des photos pardon, des petites photos. C'était parce que où ils sont, dans la forêt, il y avait beaucoup d'animaux, des cerfs ou des biches qui pouvaient traverser Mmh. et il avait fait une campagne de sensibilisation sur les réseaux pour dire: «Attention», et le visuel, c'était à l'intérieur d'une voiture, le paysage du secteur et voilà un l'animal au milieu qui regardait tout ça. Je trouve franchement ça se voyait que c'était fait avec de l'IA et je crois même qu'il voulait pas s'en cacher et ça a fait un peu un bad buzz pour lui quoi. En mode: «Mais c'est pas possible, vous pouvez pas utiliser une vraie photo que de faire ça». Le 1er cas d'ailleurs, tu sais quoi? Dans le tourisme, il est arrivé au tout début, hein, en novembre 24. Tu Chamonix, qui a fait une pub où on voit, les montagnes, et au premier plan, tu vois, une famille, enfin, en tout cas, voilà, on va dire une famille et à côté, un petit renard assis dans la neige, les 3 l'un à côté de l'autre. Bien fait, tout ça et puis en dessous, le petit appel qui était marqué, ce le avec l'IA, mais supplié par l'homme. Enfin, il parlait de l'IA quand même dedans. Pataquès, buzz, c'est pas possible, vous allez pas vendre Chamonix et notre montagne avec de l'IA et tout ça. Mmh. Le fond de l'histoire derrière, la photo du fond était réelle, parfaitement réelle. Le seul truc, c'est qu'ils avaient changé, le montage. C'est le montage qu'ils avaient fait devant. Mais tu sais comme on aurait fait à l'époque, dans Photoshop avec le graphiste qui serait venu faire un et ça, je trouvais que c'était assez révélateur. Heu, Tu le faisais avec un graphiste, 0 problème. Tu le fais avec de l'IA, ça devenait un problème et à la question finalement, je pense que le sujet, il est pas là. C'est le sujet, c'est est-ce qu'il y a tu trompes? Est-ce que les gens se rendent compte entre une pub où tu vois bien que c'est une mise en scène comme il en existe depuis des années, de trucs qui sont juste de la mise en scène? Ou est-ce que tu inventes ta destination? Si tu retouches les montagnes derrière, si tu commences à rajouter de la neige dessus ou en enlever pour l'été, enfin peu importe, là, je trouve ça craint. Tu te trompes. Mais si tu es dans la mise en scène ou si tu ne dénatures pas l'ensemble, c'est après, on en revient à du bon sens, quoi. OK. Pour les professionnels du tourisme, à quel point il faut connaître l'IA aujourd'hui ou demain? Et en lien avec ça, quels conseils est-ce que tu donnerais aux juniors qui arrivent sur le marché du travail, qui veulent travailler dans le tourisme, les étudiants qui sortent des écoles de tourisme, des BTS tourisme et cetera? Comment est-ce qu'on connecte justement, ces nouvelles compétences avec, l'évolution du marché? Eh ben, ça, c'est marrant parce que j'interviens de temps en temps d'ailleurs au niveau des écoles, enfin des écoles, voilà, après le bac, pas les écoles primaires. Quoique ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Dans le tourisme, et du coup, enfin moi, après, je sais pas si c'est comme ça que je le fais, est-ce que c'est la bonne, il y a 2 choses. La première, c'est que je veux expliquer, mais de manière très, pédagogique, le fonctionnement de l'IA. Alors je suis pas ingénieur IA, hein, moi, mais j'ai creusé quand même beaucoup le sujet, testé d'ailleurs, on va en parler du test, mais j'ai creusé le sujet, donc ce que je sais, dont je suis sûr, l'expliquer. Parce que le pire, c'est d'être devant une boîte noire. Donc elle sera toujours un peu noire, hein, on peut pas tout descendre, mais dire: «OK, je comprends mieux, je vois les limites», en fait, hein, c'est ça aussi, hein, quand je dis expliquer. C'est de voir la force, les limites, les hallucinations, la pertinence, l'impact environnemental, enfin, regarder quand même dans son ensemble le tableau et derrière
bah, c'est vraiment de leur donner les bonnes pratiques. Et il y avait des discussions qui traînaient en se disant: «Mais tu vois, les gens, vu que l'IA, sa force et sa faiblesse, c'est que ça a été démocratisé. Très vite, tout le monde peut utiliser l'IA. Le problème, c'est que tu as pas de permis, donc tout le monde peut faire tout et n'importe quoi avec l'IA». Ah, tant mieux, hein, moi je suis pas pour, mais ça serait bien des fois que les gens justement aient ces bases et donc c'est ce que moi je partage et après de donner les bonnes pratiques. Comment on discute avec une IA, qu'est-ce qu'il faut faire? Et après, les inviter vraiment à tester. Ça, c'est le nerf. Testez, testez, faites-vous votre propre avis. Arrêtez de lire non plus un milliard de blogs et de trucs et de tutos, de regarder des vidéos, «Ouah, ça va être super». Les trucs waouh, c'est rarement ce qui est le plus utile d'ailleurs. C'est tester et avancer. En tout cas, c'est l'approche et d'être, le dernier mot, moi, il y avait un triptyque que j'avais trouvé super. Te dire, avec l'IA, il faut être pragmatique. C'est-à-dire, pense petit, regarde d'abord un petit truc, ouais, OK, je faisais ça, écrire un mail, je galère des fois à relire machin, bah, sers-toi-en pour, relire ton mail. Être, de l'apprentissage en deuxième, bah, tu apprends. Voilà, tu te trompes, ah ouais, c'était nul, ah mais j'ai appris ça, OK, il y a des contextes, ah je peux mettre un skill, une compétence, dans un tu vas apprendre et la réversibilité. C'est moi j'ai un les gens qui disaient: «Mais c'est quoi que tu utilises? C'est quoi la meilleure IA? Qu'est-ce qu'il faut utiliser?» Franchement, j'en sais rien. Moi, j'utilise, là, Claude plus que mais j'aime bien Mistral parce que j'aimerais bien être un peu plus souverain et je trouve qu'ils évoluent bien. Mais il faut tester et le choix qu'on fait maintenant, franchement, dans 5 à 6 mois, ça sera pas forcément le bon. On reviendra en arrière et si tu veux, pour rassurer tout le monde, moi, j'ai été moi-même rassuré, c'était des choses que j'appliquais, mais j'étais à un événement à Next Tourisme et tu avais le responsable IA du groupe Accor qui disait ça justement. Qui dit: «Voilà, on arrive, mais à un moment donné, dans 5 6 mois, on sait très bien que peut-être on fera marche arrière sur certaines choses» et c'est ça, donc n'ayez pas peur, testez, faites-vous votre avis et arrêtez de vous dire: «Il faut que je fasse prenne la solution, le modèle où je suis sûr que je ne changerai pas pendant les 3 ans à venir». Franchement, à ce heure-là, je pense que ça n'existe pas. Comment tu traites le sujet des hallucinations? Ces fausses informations générées de manière très convaincante par les IA. Au quotidien, c'est problématique, mais en plus, quand tu choisis une destination, quand tu voyages, quand tu fais des centaines ou des milliers de kilomètres parce que tu veux voir un truc que l'IA t'a dit qu'elle existait alors que c'est pas vrai, ça doit être, hyper, angoissant pour les visiteurs et pour les promoteurs du tourisme. Comment tu approches ce sujet-là des hallucinations? Ouais, c'est une vraie problématique, et la limite des outils d'IA et on en voit tous les jours, hein. Moi, je sais pas toi, mais pour utiliser Claude assez régulièrement, même Claude qui est quand même vu comme, hein, le modèle quand même un des meilleurs modèles du moment Ouais, tout à et fait. même quand tu peux pousser dans certains j'ai vu des trucs encore à côté de la plaque, hallucination ou vraiment problème où tu as beau lui avoir donné un document, pas très loin dans la conversation, parce qu'on sait qu'il peut perdre sa mémoire, pas très loin dans la conversation, il te dit un truc, mais heureusement que tu suis et que tu comprends ce que tu fais. Tu dis: «Mais attends, c'est pas du tout ça qu'on s'est dit là, le chiffre, ah oui, autant pour moi, je me suis trompé». Enfin, tu te dis: «Mais c'est hallucinant» parce que tu es censé avoir un super modèle et il vient de se tromper sur un truc qu'on a vu, 2 échanges au-dessus. C'est pas récurrent, mais donc ça, tu t'en rends compte tous les jours et pour le milieu du voyage, des hallucinations, bah, là après, à part avoir ses propres, agents conversationnels avec son propre RAG et vraiment essayer de le limiter au maximum. C'est le travail qu'on peut faire, hein, nous sur Explore en R&D pour le moment, toujours. Mmh. Je me suis pas rué à sortir, par exemple, un agent conversationnel avec les équipes. On travaille en R&D, nous, on n'est pas pour sortir quelque chose si c'est pour sortir un truc, inutile et si on veut le sortir un truc, il faut qu'on soit sûr de ce qui va sortir. Donc c'est vraiment on essaie de le travailler comme ça, mais c'est vrai que sur les grands outils en ligne, sur un ChatGPT, bah, c'est clairement la limite, hein, moi je trouve, hein. Donc ça veut dire que le conseil, c'est quoi? C'est faire une double vérification systématique à chaque fois qu'ils proposent une expérience un peu cool ou un Ouais, clairement, c'est vrai que j'étais le côté pro, si tu grand public, c'est vraiment la double vérification. Mais ce qui va dans le sens quand même, hein, dans la confiance des gens à l'IA, dans les études qui ont pu sortir, tu vois que les gens c'était rassurant, tu sais pas trop ce que les gens font, comment ça se passe dans la vraie vie et globalement, ils sont pas dupes et ils sont contents, c'est bien et tout, mais ils vérifient quand même. Donc ça leur a donné l'idée et après ils vont revérifier en disant: «Bon, bah, OK, mais ça, est-ce que ça existe?» Il y a de plus en plus en tout cas de gens qui fonctionnent de cette manière-là. D'accord, OK, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Oh, peut-être une dernière question rapide, pour un acteur touristique, public ou privé, qui veut passer à l'action justement concrètement avec l'IA, quel est le 1er cas d'usage que tu recommanderais? Comment on se lance concrètement dans l'IA? Bah, moi ça reviendrait, c'est vraiment si vraiment toi l'acteur là, il est
il écoute et puis qui se dit: «Je me suis toujours pas lancé», bah, moi, ça reviendrait à ce que je disais, je dis: «Bah, prenez comme un outil là, si vraiment vous êtes pas lancé, retournez sur un outil que vous avez un peu testé ou pas du tout testé, n'importe lequel. ChatGPT, Gemini si vous êtes sur Google, Claude, parce que prenez, allez dessus déjà, commencez à faire quelques tests sur vos tâches c'est toujours le même truc, mais c'est les tâches qu'on appelle alors les pain points, les tâches, répétitives, les tâches, les donc douloureuses qu'on n'a pas envie. Voilà, j'en ai marre, je fais toujours ça ou quand je relis, je prends du temps ou je sais pas trop quoi, la synthèse de documents et testez. Si vraiment vous êtes pas lancé, vraiment c'est le premier point là, il faut y aller quand même assez vite là maintenant. Heu et à partir de ce moment-là, de toute façon tout ça va s'éclaircir et vous allez avoir plein de questions qui vont ressortir en disant: «Tiens c'était bien, par contre j'ai vu ça, mais j'aimerais bien savoir, j'ai l'impression que je pose des drôles de questions, enfin j'ai pas des bons résultats». Si vraiment les résultats sont mauvais d'ailleurs, ça voudrait dire que vous n'avez pas un bon usage. Heu, mais lancez-vous sur ça et pensez d'abord à vos process. Moi c'est ce que je dis quand on est sur le terrain. Oubliez l'IA parce que des fois on est, «Je fais l'IA, je fais de l'IA», mais pense à tes process au quotidien, à ce que tu fais et découpe-les plutôt en process, même simple, et dis-toi: «OK, celui-là, bah, est-ce que l'IA pourrait m'aider, en fait, à le faire?» Et penser petit, ça revient à notre pragmatique apprentissage, réversibilité. Ce serait le conseil, que je donnerais, en tout cas. Parfait. Eh ben, super, bah, merci beaucoup. Allez, un petit dernier point rapido. Pourquoi est-ce que, il faut aller dans la région Grand Est cet été, ou l'été prochain ou l'hiver prochain? Bah, parce qu'on a un microclimat. Comme ça, en France, ça va vraiment faire venir. Non, mais cette belle région, moi, je te la vendrais en te disant qu'on a vraiment de tout et des endroits très qualitatifs, que ça soit, pour être clair, moi, la nature, si vous aimez la nature, il y a les Ardennes. Moi, je vais parler des Vosges, là, c'est mon petit coup de cœur parce que j'y suis allé, longtemps quand j'étais petit et j'ai continué d'y aller. C'est un poumon vert, c'est magnifique, il y a des lacs, on y est bien et c'est vrai que là, pour le coup, c'est rafraîchissant. Parce que voilà, on peut voilà, si vous avez chaud, faut aller vers là et il y a d'autres lacs d'ailleurs toi, je crois que tu es du secteur de l'Aube. Heu, on en a aussi, dans le Absolument. secteur et puis après on a vraiment beaucoup de cultures, riches en Alsace, énormément. Si vous aimez la gastronomie, ben, l'Alsace, on a le champagne, pour la culture, on a vraiment de quoi faire, que ça soit, à Metz, à Nancy, le centre Pompidou, c'est climatisé. En été, c'est sympa aussi. Enfin vraiment, non mais moi j'adore et je trouve que c'est encore un endroit qui est très authentique. Alors je sais que le mot-là veut plus dire grand-chose, parce que tout le monde va dire que c'est authentique, Mmh. mais on peut faire encore de vraies rencontres aussi, chez nous. Donc voilà, venez du Canada aussi, hein, s'ils écoutent au Canada. Parfait, exactement. Allez en Champagne, en Lorraine, en Alsace, dans les Vosges, venez visiter la région Grand Est. Merci beaucoup Nicolas. Alors on arrive à la fin, de notre épisode. Avant de conclure, je te propose de participer, pardon, à un petit épisode un exercice, pardon, très concret. Si nos auditeurs ne devaient retenir que 3 choses de notre échange, qu'est-ce qui leur serait vraiment utile dès demain? Du concret, hein, pas de théorie, pas d'autopromo, des idées clés, des conseils pratiques, des décisions à prendre, ce qui peut changer leur manière de travailler ou de décider avec l'IA. 3 conseils, je t'écoute. Alors le premier, bah, la visibilité. Donc regardez d'où viennent, vos visiteurs, pour le tourisme. Mmh. Et tout simplement, vous tapez une destination dans ChatGPT, enfin votre destination, ce que pourrait plutôt taper, votre client final et vous commencez à regarder. Ça va être juste une sonde, hein, ça va pas vous faire un état des lieux, pratique, mais regardez et de voir si vous émergez dedans, votre destination ou votre lieu. Le deuxième, c'est à l'ère où l'IA devient une commodité de plus en plus, c'est de regarder ce qui n'est pas optimisable. Ça, c'est vraiment un truc, c'est que finalement, on te dit que c'est une commodité, donc tout est optimisable. Et ben, regarde ce qui ne l'est pas et comment tu peux le protéger, en fait. Mmh. Parce que c'est la vraie valeur et c'est peut-être le luxe de demain. Donc il y a un vrai sujet là-dessus et le troisième, bah, je reviens, mais c'est le test. Tester, pas juste dans un petit chatbot, sur un site, tout ça. Allez, prenez un des modèles et allez-y. Il y a que ça de vrai, c'est le vrai sujet, de se l'approprier, c'est en faisant qu'on apprend le mieux. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, en attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Jean-Baptiste Boisseau, qui est ingénieur et fondateur de la chaîne YouTube IA Clash. On écoute sa question. Alors, c'est une question à laquelle, moi j'ai pas su répondre quand on me l'a posée et je suis assez curieux du coup d'entendre, la réponse à celle-ci. C'est qu'est-ce que tu conseillerais au grand public pour se tenir à peu près à jour de l'actualité de l'intelligence artificielle? Ah ouais, c'est vrai que c'est une bonne question ça. Parce que, bah, le problème, c'est que je me dis: «Oui, il y a des newsletters qui existent grand public sur le sujet qui sont vraiment bien, mais laquelle?» Ouais, je m'abonnerai, mais c'est vrai que c'est pas elle est pas sur le coup, je la trouvais facile, en fait. Je l'écoutais, il m'a fait peur avec le début de sa question. En fait, je me dis: «C'est facile?» Bah non,
Qu'est-ce que je ferais pour bah, je suivrais quand même, il y a des newsletters comme Benoît Raphaël, que je trouve qui arrivent bien à être très pédagogique sur le sujet et il partage aussi ses expériences personnelles et il fait ça depuis plusieurs années. C'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un dont je trouve vraiment j'aime beaucoup son travail, donc je suivrais ce qu'il fait et voilà et ça serait déjà pas mal. Parfait, merci. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Alors, eh ben, ça va faire le lien avec ce qu'on se disait. Ma question: qu'est-ce qui, dans ton métier, ne devrait jamais être confié à l'IA, même si c'était possible? Et comment tu ferais pour le protéger? Parfait, eh ben, c'est super. Merci beaucoup de ta participation, Nicolas François. Je rappelle que tu es directeur du pôle digital de l'Agence régionale du tourisme Grand Est. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci Julien. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.